Chez maman, cette fois-ci, on veut partir léger, donc je pense que tu n'as pas besoin de venir. » Andrew a dit cela tout en tenant la tasse de café que je venais de préparer. Sa voix était douce, presque attentionnée, mais ses mots étaient comme un couteau. Je suis restée là, silencieuse, dans la cuisine, la petite cuillère en argent toujours dans ma main, en train de remuer dans ma tasse de thé à la camomille. Mélissa était assise à côté de lui, souriant légèrement, sans dire un mot. Quant à Aiden, il jouait avec ses nouveaux Legos juste sous la table de la salle à manger. Je hochais la tête, sans dire un mot. J'avais appris à réagir calmement. Une mère de mon âge, après avoir sacrifié toute sa jeunesse, son compte d'épargne et sa vieille maison chaleureuse, n'avait plus la force pour argumenter. « On prévoit d'aller aux Maldives », continua Andrew, sans me regarder. « Juste nous trois, pour être tranquilles. Mélissa a déjà réservé, on va loger dans un resort avec des villas sur l'eau. Il y a même une cuisine privée. »« C'est génial !» répondis-je, ma voix aussi légère qu'un mouchoir de papier. « Je pense que tu n'aimerais pas voyager aussi loin », ajouta Mélissa, comme pour trouver une excuse pour son mari. « C'est un long voyage, il fait chaud, beaucoup de moustiques, et la nourriture là-bas risque de ne pas te plaire. » Mon fils m'interdisait de venir parce qu'il voulait partir léger. Mais il ne savait pas. Ce voyage allait changer toute sa vie. J'avais préparé cela en silence pendant des mois, pas pour me venger, mais pour lui rappeler qui avait créé le premier billet de voyage de sa vie. Tu veux savoir ce qui s'est passé ? Abonne-toi à la chaîne She Stories Margaret, où chaque histoire est un choc, une leçon et une cloche d'alarme pour ceux qui ont été rejetés de la vie de leur propre famille. Je souris. Il n'y avait pas de chaleur dans ce sourire. C'était juste un geste devenu trop familier pour mon visage. Aiden leva les yeux, me montrant un poisson Lego. « Mamie, je vais voir de vrais poissons aux Maldives. »« C'est super, mon chéri, » répondis-je en caressant son genou. « Raconte-moi tout, d'accord ? » ?»« Oui. Mais mamie ne vient pas parce qu'elle n'aime pas la mer, c'est ça ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je baissai les yeux, ramassant un morceau de Lego tombé, puis le mis doucement dans sa main. Ce n'était pas que je ne pouvais pas parler. C'était parce que mon cœur était trop occupé à entendre quelque chose se briser à l'intérieur. Après leur départ, je suis restée longtemps dans la cuisine. L'odeur des biscuits au gingembre que je venais de faire ce matin flottait encore dans l'air. Hier, en cachette, j'avais ajouté une boîte de thé Ceylan de qualité supérieure, sachant qu'Andrew aimait le boire avec du lait condensé et que Mélissa préférait du thé noir, allongé de quelques tranches de citron. Je me souviens encore de la façon dont Andrew courait autour de la cuisine lorsqu'il avait 6 ans, criant « Maman est une super-héros » chaque fois que je réussissais à cuire un pain sans le brûler. C'est dans cette même cuisine que je suis restée éveillée de nombreuses nuits lorsqu'il était à l'université, préparant du thé, rangeant ses livres et hochant la tête lorsqu'il parlait de ses grands projets comme « Je vais changer le monde ». Et maintenant, je suis considérée comme pas assez pratique pour voyager loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas pratique. Un vieux truc, un peu usé, qu'on garde encore parce qu'on n'a pas encore osé le jeter ? Je suis entrée dans le salon. La lumière du soleil passait par la fenêtre et illuminait la vieille table en bois que Georges avait fabriquée de ses mains. Sur la table, il y avait une brochure de voyage montrant des images de bungalows de luxe flottant sur une mer couleur turquoise. Je me suis assise sur le canapé, passant doucement ma main sur le papier. Une photo de famille imprimée dans un coin de la page, Andrew, Mélissa et Aiden. Sourire éclatant, comme s'il sortait tout droit de la couverture d'un magazine de voyage. Et moi ? Je n'étais pas sur la photo, je n'étais pas dans le plan, je n'étais pas dans leurs pensées. Je respirai profondément, ouvris un petit tiroir sous la table et en sortis une vieille boîte à photos. Des photos de l'époque où George était encore vivant, du jour du mariage d'Andrew, du jour où Aiden était né. J'y étais, à tous les moments importants. J'avais tout donné. La vieille maison, rue Maple, mon compte 81K, et plus encore ma présence. J'étais toujours là. Je croyais que si je sacrifiais assez, mes enfants auraient toujours besoin de moi.
Je croyais que si j'étais une bonne mère, il ne me laisserait jamais de côté. Mais il s'avère que parfois, être trop présent devient une évidence. Et quand quelqu'un pense que tu seras toujours là, il cesse de se soucier de savoir si tu es heureuse, si tu es fatiguée, si tu veux venir, ou si tu t'efforces simplement de sourire. Ce soir-là, je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas allumé la lumière de la cuisine. Seule la petite lampe de chevet diffuse une lumière jaune pâle dans le coin de la pièce et le tic-tac de l'horloge sur le mur comptait le temps, comme un rappel. Je suis toujours là, je suis toujours vivante, je suis toujours moi, même si plus personne n'en a besoin. J'ai ouvert mon téléphone et suis allée sur les réseaux sociaux. Mon fil d'actualité était rempli de photos, des familles réunies, des grands-mères avec leurs petits-enfants, des fêtes d'anniversaire avec toutes les générations. Je n'étais pas jalouse. Je me suis juste demandé où ai-je mal agi. J'ai été mère de la manière dont ma mère m'a appris, discrète, dévouée, sans rien attendre. Mais les nouvelles générations semblent ne plus avoir besoin de ce genre d'amour. Ils ont besoin d'espace, de liberté, de leurs propres projets et de ne pas être dérangés. Lorsque j'ai fait défiler la page jusqu'au bas, un article est apparu comme s'il m'était destiné. Si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez jamais voyagé seul, il est peut-être temps. L'âge n'est pas une limite, c'est un rappel. N'attendez plus. J'ai lu cette ligne 3 fois, puis je me suis levée. Chaque pas vers l'étagère était un pas éloigné de la honte, de l'ombre dans laquelle j'étais depuis tant d'années. J'ai pris le carnet en cuir brun que Georges m'avait laissé. À l'intérieur, sa main, écrite, était toujours visible. Lucie, si tu lis ceci, c'est que tu as vécu plus longtemps que moi. Continue à vivre, vis pour nous deux. J'ai posé ma main sur ces mots. Mes yeux étaient déjà pleins de larmes. Georges, j'ai oublié comment vivre pour moi, jusqu'à aujourd'hui. J'ai ouvert mon ordinateur, ma main tremblait un peu, mais j'ai tapé lentement, mais sûrement. Tour en Égypte, pour les personnes âgées, voyage de 15 jours. Une série de résultats est apparue. J'ai cliqué sur celui qui montrait un groupe de personnes âgées devant les pyramides, souriant tous. Ils n'étaient pas laissés pour compte. Ils n'étaient pas à l'extérieur. Je ne me souciais pas du prix. Je n'avais pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Pour la première fois depuis des années, mon cœur était clair. Le matin suivant, je me levais plus tôt que d'habitude. Je préparais un thé à la menthe, le posais sur la table, puis rouvrirais le site de voyage de la veille. Le voyage partait à la mi-avril, un tour de 15 jours. Comprenant les vols aller-retour, une croisière de luxe sur le Nil, la visite des pyramides, de Gizeh, d'Abou Simbel et une nuit dans le désert du Sahara, avec un guide pour un groupe de personnes âgées de 60 ans et plus. Parfait. Je regardais mes mains, des taches brunes de l'âge, des rides que je ne pouvais pas cacher, mais je voyais encore dans ces mains des doigts qui n'avaient jamais lâché personne. Peut-être est-ce le moment de tenir ma propre main. Je cliquais sur « Réserver ». J'entrais mon nom complet, Margaret Whitmore, mon numéro de téléphone, mon adresse e-mail, mon numéro de passeport, les détails de ma carte. Mon cœur battait fort lorsque je cliquais sur « Confirmer ». Ce n'était pas de la peur, c'était parce que je savais qu'à partir de ce moment, tout allait changer. Je n'en ai rien dit à Andrew. Je n'ai pas prévenu Mélissa. Hayden le saura quand je lui enverrai une carte postale depuis l'Égypte. Je me dirigeai vers l'armoire en bois et sortis la valise que Georges avait utilisée pour son dernier voyage d'affaires. Elle était vieille, mais solide. Je la nettoyai soigneusement, puis l'ouvris. L'odeur du cuir, de l'ancien, du passé, tout me submergea comme un doux câlin. Mais cette fois-ci, je ne prenais pas le passé avec moi. Je n'emportais que l'essentiel. Le carnet en cuir, un manteau léger, un petit appareil photo, quelques médicaments et une paire de nouvelles chaussures de marche. Sur la table, la brochure de voyage pour les Maldives était toujours là. Je la regardai un instant, puis la mis doucement dans le tiroir. Je le fermai. Mon téléphone sonne. Un message rentré. Maman, on a réservé les billets d'avion. Je t'enverrai des photos. Tu ne viens pas, on pensera à toi pendant le voyage. Je lus le message, souris légèrement, puis répondis « Merci mon chéri, bon voyage ».
Je vais aussi partir bientôt. Je n'ai pas expliqué davantage. Je n'ai fait qu'entrer dans la barre de recherche « Meilleure crème solaire pour peau sensible en Égypte ». Dehors, le soleil brillait. Le ciel était d'un bleu éclatant, comme si le monde lui-même murmurait « Margarelé a 1 mois de salaire de mon ancien travail au supermarché ». Mais je n'ai pas marchandé, je n'ai pas demandé de réduction. J'ai simplement payé, souri et pensé « Je vaux plus que chaque centime de cela ». Je suis arrivé chez moi quand le soleil était bien haut. J'ai posé la nouvelle valise sur le lit, puis j'ai pris un chiffon humide et j'ai soigneusement essuyé chaque coin, comme je le faisais pour les vieilles affaires de Georges. Puis j'ai ouvert l'armoire, en sortant des chemises en lin, des jupes longues, des écharpes et de petits cadeaux que j'avais reçus mais que je n'avais jamais osé utiliser, pensant qu'ils étaient réservés pour une occasion spéciale. Maintenant, cette occasion est arrivée. L'occasion spéciale, c'est moi. L'après-midi, je suis retournée à l'agence de voyage où il y avait une banderole jaune vif à l'extérieur. Voyage merveilleux, bien plus qu'un simple voyage. Une légère excitation battait dans mon cœur, mais c'était l'excitation d'une jeune fille qui s'apprête à partir loin pour la première fois et non de la peur. À l'intérieur, une jeune fille en robe de bureau pastel avec un badge Savannah leva les yeux vers moi. Elle sourit largement. « Comment puis-je vous aider, madame ?»« Je voudrais réserver un tour en Égypte, » dis-je en m'asseyant sur un canapé en cuir en face d'elle. « Le meilleur. Avec une croisière sur le Nil, un guide, sécurisé. Et ce n'est pas pour ceux qui ont peur du changement. » La jeune femme s'illumina comme un phare. « Parfait. Vous allez vraiment adorer ce voyage. C'est notre tour le plus apprécié pour les clients adultes. 15 jours des pyramides à la croisière sur le Nil et au désert du Sahara. Comprend les repas en 5 étoiles, la croisière, les billets aller-retour, l'assurance et même un thé au coucher du soleil sur les bords du Nil. » Elle glissa l'ordinateur portable devant moi, me montrant des photos. Des voiles blanches sur le Nil, des colonnes de pierre gigantesques sous le soleil couchant, et des personnes âgées, leurs cheveux blancs rayonnant comme des explorateurs. Personne n'était laissé de côté, personne n'était à l'extérieur du cadre, personne n'entendait « Maman n'a pas besoin d'y aller ». Je hochai la tête. « Réservez-moi une place. » Savannah tapota rapidement sur le clavier. « Vous aurez besoin d'un passeport valide pour au moins 6 mois et un paiement initial de 70% du prix du tour. Aujourd'hui, nous avons une promotion pour les réservations anticipées. Si vous payez la totalité, vous aurez droit à un forfait spa à Luxor. » Je sortis mon portefeuille, pris ma carte bancaire. « Je vais tout payer d'un coup. » Ses yeux s'agrandirent légèrement, mais elle sourit, manifestement impressionnée. « Vous êtes vraiment inspirante. » Je signai la dernière page de confirmation. Savannah imprima le contrat et y appose le tampon. Je regardais le papier comme si je venais de recevoir un diplôme pour ma vie. En quittant l'agence de voyage, je passai par une petite librairie près de la place. Le magasin était aussi calme que d'habitude, mais cette fois, j'y entrai avec une excitation étrange, comme si j'étais en train de chercher un guide pour une nouvelle vie. Je choisis 2 livres, 100 phrases arabes de base, et Femme voyageuse, le voyage à l'âge mûr. La bibliothécaire me regarda avec tendresse. « Vous partez loin ?»« En Égypte, » répondis-je en souriant légèrement. « C'est ma première fois en voyage toute seule. » Elle hocha la tête, comme si elle venait d'assister à quelque chose de sacré. « Je vous souhaite un voyage fort et joyeux. » Je serrai les 2 livres contre moi, comme si je portais le courage emprunté aux autres femmes, celles qui avaient été sur la ligne de départ, tremblantes mais sans jamais reculer. Le soir, j'étendis le carnet en cuir brun de Georges sur le lit. La première page portait toujours sa signature. « Si tu lis ces lignes, cela signifie que tu as vécu plus longtemps que moi. Vie pour nous 2. » Je tournai la page vers une nouvelle feuille. La première ligne que j'écrivais après presque 20 ans, 3 avril. J'ai réservé les billets.
Je vais y aller, je vais voir le Nil, je vais manger des falafels au marché égyptien, et je ne demanderai l'autorisation à personne. Lorsque je fermais le carnet, mon cœur était léger, pas parce que j'avais tout planifié, mais parce qu'enfin, pour la première fois, je ne planifiais pas pour quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je rêvais que j'étais debout dans le désert, les cheveux soufflés par le vent. Devant moi, des centaines de kilomètres de sable doré s'étendaient à perte de vue. Et je riais, sans peur, sans me sentir perdu. Dans mon rêve, George était derrière moi. Sans rien dire, il posa juste sa main sur mon épaule et hocha la tête. Je me réveillai au milieu de la nuit. Pour la première fois en des mois, je ne me sentais pas vide. Je me sentais comme si je commençais enfin. Le matin suivant, je me levai avant l'aube. L'appartement était aussi silencieux que d'habitude, mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Ce n'était pas l'attente, c'était un acte qui avait commencé. Je me préparais un thé à la menthe, m'assis sur le balcon avec mon carnet et un vieux stylo plume. Le vent du matin soufflait de l'océan, doux comme un murmure de George. « Vas-y, Margaret. » Je fis une liste de ce que je devais préparer. Médicaments pour la tension, chapeau à large bord, pantoufles pour l'hôtel, un livre léger, manteau léger pour les nuits du désert. Je rajoutai une dernière ligne. Pas matériel. Emporte ton courage. En fin de matinée, je me rendis à la pharmacie près de chez moi. En choisissant une crème solaire, une autre vieille dame me regarda et me demanda « Où partez-vous avec tout ça ?»« En Égypte, » répondis-je, sans cacher mon sourire. Elle parut étonnée. « Vous partez seul ?» Je hochai la tête. « Et je ne me sens pas seule. » La vieille dame sourit, puis acquiesça doucement, comme si elle venait de voir une partie d'elle-même en moi. Cet après-midi-là, je préparais un petit cadeau pour Eden. Un carnet à couverture blanche avec une carte du monde dessus, quelques autocollants des pyramides et une lettre. « Cher Eden, Mamie prépare son aventure. Comme quand tu as exploré la mer avec tes parents, Mamie explorera le Nil et le sable, les temples anciens et les étoiles d'Égypte. Mamie te racontera tout quand elle reviendra. Et toi, n'oublie pas de faire sourire ta maman chaque jour. Mamie t'aime. Mamie Margaret. » Je fermai la lettre avec un autocollant en forme de chameau. Ce soir-là, je mis mon réveil à 5 heures du matin. Le voyage commencerait dans moins de 2 jours. Personne pour me dire au revoir. Et cela n'avait pas d'importance, parce que je ne marchais plus pour attendre un au revoir. Je marchais parce que je le voulais. Je pensais autrefois, Gornos, continua Charles, que les sacrifices seraient récompensés par de la reconnaissance. Mais la vie ne fonctionne pas selon ce principe. Parfois, il faut se retirer du rôle que l'on a toujours joué pour que les autres puissent voir qui l'on est vraiment. Je levai les yeux vers lui. Il regardait toujours droit devant, là où l'horizon devenait de plus en plus flou. « Et vous, que faites-vous pour sortir de ce sentiment ? » Je ferme ma valise, j'achète un billet et je pars. Il sourit. Je ne laisse personne me donner l'autorisation. Je n'attends aucune invitation. Je me fais ma propre invitation. Je ris doucement. Un rire triste mais apaisé. Je me vis dans ses paroles. Et je voyais aussi le chemin que je suivais. Ce n'était plus un acte impulsif, mais un voyage de guérison profond. Nous restâmes là jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque les premières étoiles brillèrent sur le monde, sur l'eau, je sortis mon téléphone et rouvris la vidéo qu'Aiden m'avait envoyée quelques jours auparavant. « Mamie, tu as vu une momie ? Il y a des chats anciens là-bas. Raconte-moi quand tu reviendras. » Je caressai doucement l'écran. Le sourire de mon petit-fils me serra le cœur, mais c'était aussi la seule chose qui m'empêchait de devenir amère. Je murmurai « Mamie te manque, Aiden. » Mais parfois, les adultes aussi ont besoin d'être remarqués. Le matin suivant, je me réveillai au son de la musique douce, de la cérémonie du thé sur le pont du bateau. Les serveurs, vêtus de costumes traditionnels, apportaient des plateaux d'argent avec du thé à la menthe parfumé et des biscuits aux dattes croquants. Je m'assis à une table avec d'autres voyageurs plus âgés que j'avais commencé à connaître. Ils venaient du Canada, de l'Australie et de Suède.
chacun avec une histoire de vie, chaque voix semblant être une pièce de patchwork dans la couverture du temps. Une vieille dame écossaise, nommée Edith, ses cheveux argentés, enveloppés dans un foulard violet, se tourna vers moi et sourit. « Lucie, on dirait que vous avez vécu pour les autres toute votre vie. Et maintenant, il est temps de vivre pour vous, n'est-ce pas ?» Je n'eus pas le temps de répondre. Mes yeux étaient déjà pleins de larmes. C'est le moment. Après le petit déjeuner, le groupe visita le temple de Philae, situé sur une petite île au milieu du fleuve. C'est là que les anciens Égyptiens vénéraient la déesse Isis, symbole de la mer, de la résistance et de l'amour éternel. En entrant dans le sanctuaire, je m'arrêtai devant une sculpture représentant Isis étendant ses ailes pour protéger son fils. Je restai là longtemps, immobile. Je ne sais pourquoi, mais à ce moment-là, je vis clairement mon image. Toute ma vie, j'avais tendu mes ailes pour protéger, nourrir, sacrifier, mais jamais personne ne les avait déployées pour moi. Puis, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message d'Andrew. « Maman, aujourd'hui je vais emmener Hayden chez le dentiste. Il me demande sans cesse pourquoi mamie ne vient pas avec nous comme d'habitude. » Je ne savais pas quoi lui répondre. Je fixai l'écran. Un message simple, pas d'excuses, pas de promesses, mais il suffisait de ça pour que mon cœur se fende légèrement. Et c'est dans cette petite fissure qu'une lumière est entrée. Ce soir-là, je m'assis devant la fenêtre, écrivant quelques lignes dans le carnet en cuir que j'avais emporté dès le premier jour où j'ai quitté ma maison. Tu n'as pas besoin de t'excuser immédiatement. Tu dois juste commencer à réaliser que je suis toujours là. Pas comme la cuisinière, pas comme la nourrice, mais comme une personne, une mère, une femme qui a vécu toute sa vie pour construire une maison pour ses enfants. Et maintenant, je veux vivre le reste, dans la maison de mon cœur. Je posai le stylo, levai les yeux vers le Nil, où la lumière de la lune se brisait en éclats d'argent sur l'eau. Mon cœur était calme, mais il n'était plus aussi silencieux qu'avant. Peut-être qu'ils ne m'ont pas encore vraiment comprise, mais au moins, cette fois, j'ai commencé à me comprendre moi-même. Et à partir de maintenant, chaque jour que je vivrai sera une réponse. Je rentrai chez moi un samedi matin de fin de mois. Le froid du début du printemps persistait sous l'ourlet de ma jupe, mais mon cœur était différent. Andrew m'attendait à l'aéroport. Pas de banderole, pas de fleurs, pas d'étreinte. Juste des mains maladroites et un regard qui fuyait chaque fois que je croisais ses yeux. Mélissa était derrière lui, tenant la main d'Hayden. Le petit courut vers moi pour m'embrasser, la seule chose qui empêchait mon cœur de se briser. « Mamie, mamie, tu as ramené des pyramides !» Je ris. « J'ai ramené toute l'Égypte ici. » Nous montâmes dans la voiture. Andrew attacha ma ceinture de sécurité, la première fois depuis des années. C'était peut-être inconscient, mais c'était aussi un signe. Sur le trajet, personne ne parla de dette. Personne ne mentionna ce qui avait été dit cette nuit-là. Ils posèrent juste quelques questions de courtoisie. « Maman, tu es fatiguée ? Comment s'est passé ton voyage ? Tu as mangé ?» Je répondis brièvement, avec quelques sourires. Je ne voulais plus qu'il change subitement. Je n'étais pas allée en Égypte pour qu'il s'excuse. J'y étais allée pour savoir que je vivais encore. En arrivant chez Andrew, je rangeai mes affaires, puis me rendis à la cuisine. Mélissa préparait du thé. Andrew se tenait à côté, tenant un journal qu'il ne lisait pas. J'ouvris mon sac, sortis un cadeau pour chacun. Un coffret en bois incrusté pour Mélissa, un petit chameau en métal pour Andrew, et un livre d'histoires égyptiennes pour Hayden. La cuisine resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis Mélissa dit doucement « Merci, maman. Je sais que tu n'avais pas à faire ça. » Je posai doucement ma main sur la sienne, avec tendresse. Ce n'est pas parce que c'était nécessaire, mais parce que je le voulais. Cette réponse fit que Mélissa me regarda plus longtemps. Dans son regard, il y avait quelque chose. Peut-être du regret, peut-être la première fois qu'elle me voyait comme une personne. Quant à Andrew, il resta silencieux. Mais je n'étais pas pressée, parce que je savais que les choses en à dire viendraient
lorsque les gens seraient vraiment prêts à écouter. 3 jours plus tard, Mélissa m'appela. « Maman, ce week-end, on organise un petit dîner. Un vieux camarade d'Andrew de l'université est revenu. Je voudrais que tu viennes dîner avec nous. » Je fus un peu surprise. C'était la première fois que Mélissa m'invitait chez eux depuis. Je ne me souvenais même plus quand. Peut-être depuis cet anniversaire où j'avais été rejetée, parce que la maison était trop petite. J'acceptais. Et ce soir-là, je m'habillais plus soigneusement que d'habitude. Une robe en lin gris clair, un collier en pierre de lapis lazuli acheté à Aswan et un flacon de parfum à la fleur de jasmin que je réservais pour des occasions spéciales. Parce que ce soir-là, je me disais, je ne me laisserai plus être celle qu'on oublie. La maison d'Andrew était éclairée lorsque j'arrivais. Mélissa ouvrit la porte, souriant légèrement. « Maman, tu es là. Tout le monde est dans le jardin. » Je traversai le salon portant un petit sac pour le vieil ami d'Andrew. Un stylo en bois d'ébène gravé avec les mots « Welcome back ». Puis je posai mon sac sur la table blanche, non pas pour m'asseoir, mais pour me lever et dire clairement ce que je n'avais jamais dit. « Mon fils, appelai-je, d'une voix calme, tu as déjà vu ta grand-mère s'asseoir à une petite table lors d'un dîner familial ?» Andrew rougit. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je ressens. » Je posai ma main sur le dossier de la chaise, sans m'asseoir. Je fixai Andrew et tous les autres. Je n'ai pas besoin d'une table pour me sentir respectée, mais si une table existe, au moins je devrais avoir une place digne de ce nom. Je regardai Mélissa, puis balayai le jardin du regard. J'ai été loin pendant 12 jours. Personne n'a pris de mes nouvelles. J'ai dépensé toutes mes économies pour vous aider à acheter cette maison, et personne n'en a parlé. J'ai été exclue de 4 vacances familiales sans explication. Personne ne répondit, pas un mot de justification, juste des regards qui se baissèrent. Je souris doucement, pas avec amertume, mais avec légèreté. Aujourd'hui, je resterai. Pour Eden, mais ce sera la dernière fois que je serai mise de côté. La prochaine fois, si je n'ai pas de place à cette table, je me créerai ma propre table. Je me dirigeai vers la petite table près de la fenêtre. Hayden y était déjà assis, tripotant le livre d'histoire égyptienne que je lui avais donné. Quand je m'approchai, il leva les yeux, son visage illuminé. « Mamie, raconte-moi l'histoire du momie perdu dans la pyramide. » Je souris, tirai la chaise et m'assis. Autour de moi, les conversations continuaient, mais plus aussi animées qu'auparavant. Lorsque le plat principal arriva, tout le monde commença à se déplacer pour s'asseoir. Je vis les yeux d'Andrew se poser brièvement sur moi et Hayden, avant de détourner le regard. Mélissa mordillait sa lèvre, tenant son verre de vin sans boire. Puis, soudain, Hayden se leva. Il marcha au milieu du jardin, levant la main, comme s'il faisait un discours en classe. « Papa, pourquoi mamie est-elle assise seule ?» Tout s'arrêta. Les assiettes se figèrent, les verres suspendus dans l'air. Andrew se troubla. « Eh bien, la grande table n'avait pas assez de place, mon chéri. » Hayden fronça les sourcils. « Je peux m'asseoir sur les genoux de maman, je laisserai la chaise à mamie. Ou bien, on peut enlever les fleurs et ajouter une chaise. » Personne ne répondit. Hayden se tourna vers moi, sa voix basse mais claire. « Mamie, je n'aime pas les repas de famille, si tu dois être seule. » Je pris sa main, mon cœur serré. Ce n'était pas de la tristesse, mais parce que mon petit-fils était le seul à se rappeler que j'avais été le centre de cette famille. Mélissa posa son verre, se leva. « Très bien, je vais réorganiser la table. » Andrew regarda sa femme comme s'il ne reconnaissait plus cette femme. Mélissa n'attendit aucune réaction, commença à déplacer des vases, à tourner les chaises, en parlant aux invités. « Désolé tout le monde, on rajoute une chaise. Mamie Margaret va s'asseoir avec nous. » Personne ne protesta. Seul Andrew, son visage tendu, ses mains serrées. Mais il n'arrêta pas. Il ne pouvait pas.
car pour la première fois de la soirée, tout le jardin s'était rassemblé, autour d'une mère. Je me levai, marchai avec Hayden vers la table principale, pas pour revendiquer ma place, mais pour m'asseoir, comme une partie de quelque chose qui n'aurait jamais pu être. Je m'assis sur la nouvelle chaise, à la table principale. Ce n'était pas un sentiment de c'était un retour à l'endroit où je n'aurais jamais dû être exclu. Le repas continua, personne n'osant parler aussi fort qu'avant. L'ambiance était comme une musique à l'envers, mais je n'étais pas triste. Parfois, il faut que les anciennes mélodies se brisent pour qu'on apprenne à écouter à nouveau. Hayden était toujours assis à côté de moi, me racontant à voix basse l'histoire du chat en pierre volant dans un conte égyptien. Je l'écoutais, souriais et hochant la tête, mais mes yeux croisaient parfois ceux d'Andrew. Il ne disait rien, il me regardait en silence, comme à toutes les tables de ta vie, Andrew. Quand tu étais en maternelle, quand tu passais tes examens, quand tu t'es marié, quand tu es devenu père. Mais maintenant que je vieillis, il n'y a plus de place pour moi à ta table. Il avala difficilement. Je ne voulais pas ça. Je hochai la tête. Je sais, mais parfois, l'inadvertance fait plus de mal que l'intention. Nous restâmes là, silencieux. Un long moment s'écoula avant qu'Andrew ne parle. « Est-ce que tu m'en veux ?» Je répondis sans hésitation. « Non, je n'ai plus le temps de nourrir la colère, Andrew. Je suis en train d'utiliser ce qui me reste de vie pour vivre, pas pour attendre que quelqu'un reconnaisse que je suis importante. » Andrew resta là, comme un enfant. Il n'y avait plus cette apparence de réussite que tout le monde admirait. Je tournai les talons, mais m'arrêtai un instant. « Si un jour, tu veux m'inviter à dîner, pas par politesse, pas juste pour me faire de la place, mais parce que tu as vraiment besoin que je sois là, alors souviens-toi de réserver une place pour moi. » Je quittai le jardin, pas dans la colère, mais en quittant un dîner où je savais je n'ai plus besoin de demander une place. Et à partir de ce jour, je commençai à planifier ma propre table, un endroit où j'inviterai ceux qui n'ont jamais eu besoin de demander à s'asseoir, un endroit pour ceux qui ne sont jamais oubliés. Je commençai avec une vieille table en bois, une table ronde pour 6 personnes, avec un pied un peu bancal, mais la surface encore belle. Je demandai à Thomas, le jeune menuisier du voisinage, de la réparer. Quand je lui dis « Fais-le bien », pour que même les personnes âgées puissent s'y appuyer tranquillement, il éclata de rire. Mais il s'y attela. Je nettoyai chaque planche de bois de mes propres mains, comme si j'enlevais la poussière des souvenirs qui s'étaient accrochés à ma vie. Une vie où j'avais utilisé la table pour enseigner à mes enfants à lire, faire des rapports financiers, écrire à mon mari, puis y être assise, silencieuse, sans être invitée au dîner de ma propre famille. Mais maintenant, c'était différent. Cette table serait pour ceux qui étaient comme moi. Je l'appelais la table pour ceux qu'on ne mentionne jamais. Je me rendis à l'église locale pour demander la salle du fond pour les week-ends. Le pasteur m'écouta, puis me dit simplement « Nous attendions une personne comme vous depuis longtemps, Margaret. » Je me rendis aussi au centre pour personnes âgées près de chez moi. Je demandai à la direction si je pouvais organiser un repas simple, une fois par mois, où les personnes âgées pourraient me raconter des histoires, partager et surtout s'asseoir au bon endroit, pas près de la porte, pas à l'extrémité de la table, mais au centre, sous tous les regards. Lors du premier repas, je préparais tout moi-même. Des gâteaux, du thé au gingembre, des fleurs fraîches du marché fermier. Je dressais la table avec des nappes en lin couleur crème et chaque place était marquée d'une petite carte. « Merci d'être venu. Cet endroit n'est pas parfait, mais personne n'a été oublié. » La première à entrer fut Madame Green. Plus de 80 ans, cheveux aussi blancs que de la cendre, des mains frêles mais portant toujours sa bague de mariage. Mon mari est décédé il y a 10 ans, et même maintenant, je dis toujours « nous allons manger quoi aujourd'hui ?» plutôt que « je ». Je lui fis signe de s'asseoir à la première place, posai ma main sur son épaule et lui dis « Aujourd'hui,
Vous n'avez pas besoin de parler au pluriel. Nous sommes vraiment nous aujourd'hui. » Derrière Madame Green, il y avait Monsieur Paul, un ancien marin, marchant lentement avec une canne. Une vieille dame colombienne apporta un plat de gâteau à la banane fait maison. Puis un couple français, dans les 70 ans, mais toujours main dans la main. La table se remplit peu à peu, et personne n'eut à demander une place. Personne ne fut ignoré. Ils m'appelèrent Madame Margaret, mais il y en eut un qui m'appela autrement. Je servais du thé à Monsieur Paul lorsque la porte de la salle se fit entendre. Un petit coup sec. Ce n'était pas les pas lents des autres personnes âgées, mais un coup frappé, ferme, résolu. Je me retournai. La porte s'ouvrit. Tu vois, c'est une table, quelques amis, et un endroit où maman n'a pas besoin de demander à quelqu'un de s'asseoir. Andrew avança lentement, son regard évitant le mien. Je ne savais pas que tu te sentais exclu à ce point. Je posai la théière. Non, tu ne savais pas. Tu n'as simplement pas voulu savoir. Andrew avala difficilement. Il prit une profonde inspiration. Maman, je suis désolé. Les mots tombèrent comme une cuillère frappant le fond d'un verre, doux mais résonnant. Je ne répondis pas. Je pris simplement une chaise à l'extrémité de la table et l'invitai à s'asseoir. Voici la chaise que tu ne m'avais jamais donnée. Elle est ici maintenant, parce que je l'ai réservée pour ceux qui ont été oubliés. Si tu veux t'asseoir, pas par pitié, mais par respect, alors assieds-toi. Andrew s'assit, le dos légèrement courbé. Il n'y avait plus la fierté de l'homme qu'il était, celle que tout le monde admirait lors des réunions de famille. Madame Green remplit sa tasse de thé. Monsieur Paul plaisanta. « Si tu étais le fils de Madame Margaret, tu devrais t'habituer à ce thé plus fort que beaucoup d'excuses. » Les rires s'élevèrent. Andrew regarda autour de lui, puis sourit faiblement. Un sourire rare, sans défense, sans artifice. Pour la première fois après tant d'années, je vis mon fils s'asseoir à une table, pas par contrainte, ni pour sauver les apparences, mais pour son propre cœur. Puis il dit doucement, « Maman, si tu en organises un autre, je veux t'aider à tout préparer. » Je ne dis rien, je hochai simplement la tête. Ce n'était pas un pardon immédiat, c'était une porte qui venait bien juste de s'ouvrir. Je sais que tu ne m'as jamais vraiment demandé des excuses, mais je l'ai écrit parce qu'avec ce message, pour la première fois, je veux que tu saches, j'ai écouté. Tu te souviens quand j'étais petit, à chaque fois que j'étais malade, tu t'assoyais à côté de mon lit et tu me lisais des histoires. À l'époque, ça m'importait peu, je ressentais juste la chaleur. Maintenant, je comprends. Tu ne lisais pas parce que j'avais besoin d'écouter. Tu lisais parce que tu voulais que je sache que tu étais là. Et pourtant, j'ai passé une grande partie de ma vie à ne pas te voir à mes côtés, bien que tu y sois toujours. Ce n'est que lorsque je t'ai vue assise seule à une table secondaire, au milieu d'un repas auquel tu avais contribué, que j'ai réalisé, je ne t'ai jamais invité à t'asseoir dans ma vie, de manière digne. Maman, hier, Hayden m'a demandé « Papa, si tu vieillis, qu'est-ce que je vais laisser papa manger seul ?» J'ai eu du mal à répondre. Tu n'es pas parti comme les autres, tu as dressé une table, pas pour te venger, mais pour rappeler à tout le monde, l'amour n'est pas quelque chose qu'on doit demander, c'est un droit. Si tu me le permets, j'aimerais travailler avec toi, une fois par mois, chaque chaise occupée par une personne, chaque repas étant une chance, pas pour acheter une faute, mais pour réapprendre à être humain. Merci maman, Andrew. Je lisais chaque mot, mes larmes coulant, sans que je puisse les essuyer. Ce n'était pas à cause de la douleur, mais parce que je n'avais jamais été appelée celle qui mérite d'être écoutée là, avec une voix aussi authentique. Je repliai la lettre, la rangeai dans le tiroir sous la table, cette même table qu'Andrew avait assemblée pour moi, et maintenant, elle était à nous. Ce soir-là, je préparai 2 tasses de thé à la menthe, les posai sur la table, une pour moi, une pour plus tard. Il n'était même pas nécessaire de demander si quelqu'un allait venir, parce que je savais, à partir de maintenant, je ne serai plus jamais seule. Je ne sais pas qui a pris cette photo, je sais juste qu'un lundi matin,
En préparant mon thé comme à l'habitude, j'ai trouvé ma boîte de réception remplie de messages. Des voisins, des inconnus, même les petits-enfants de Madame Green du Minnesota. Quelqu'un avait pris une photo de nous assis autour de la table, 8 personnes âgées, un homme d'âge moyen nommé Andrew et moi, une femme aux cheveux argentés, souriant sincèrement. Et la première petite salle m'appela également. Je pense que Dieu voudrait que votre table grandisse maintenant. Andrew est venu chez moi ce même après-midi. Il apportait un croquis. Ce n'était pas un contrat ni une demande de financement. Juste un morceau de papier avec le dessin brouillon d'Aiden. Une grande table ronde, entourée de petites personnes, âgées, toutes souriantes. Sous le dessin était écrit, dans une écriture maladroite, « La table de mamie, mais tout le monde est invité ». Je serrai le dessin comme si c'était une carte. Ce n'était pas pour aller loin, mais pour revenir à un endroit où j'avais été oublié. Et ainsi, la première réunion de la table sans nom eut lieu. Nous l'avons organisée dans la petite salle à côté de la bibliothèque de la ville. Pas de décoration sophistiquée, juste des fleurs fraîches, des nappes propres et des chaises solides. Personne n'avait besoin de s'inscrire. Personne n'avait besoin d'invitation. Il suffisait d'avoir déjà ressenti qu'on avait été rejeté d'un repas. La fête commença à 3 heures de l'après-midi. À 2h30, la moitié des sièges étaient comme déjà occupés. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait des anciens avec des cannes accompagnés de leurs petits-enfants. Des vieilles dames aux cheveux blancs en désordre, amenées par un chauffeur de taxi parce que elle a dit qu'aujourd'hui il y avait une place pour elle. Même un couple gai âgé, mains entrelacées, murmurant « C'est la première fois qu'on est invité sans être regardé de travers ». Andrew et moi servions des biscuits, versions de thé, ajoutions des chaises. Personne n'avait le temps de s'asseoir. Melissa Cadoutu, qui n'était pas venue depuis des mois, se tenait derrière le comptoir, souriant en versant des tasses comme une coéquipière silencieuse. Je la regardai et hochai la tête. Elle me répondit de la même manière, sans un mot. Et puis, la porte s'ouvrit à nouveau. Tout le monde se retourna. Une femme vêtue d'un manteau, en laine bleu foncé, entra, grande, mince, les cheveux gris soigneusement attachés, des lunettes à monture dorée. Son regard balaya la pièce, puis se fixa là où je me tenais. Je retins mon souffle. C'était Ruth, ma vieille amie, avocate, celle qui m'avait aidé à récupérer mes droits de succession après la mort de George. Puis après, plus rien. Ce n'était pas à cause d'une dispute, mais parce que, comme beaucoup d'autres, la vie de chaque mère devient trop remplie pour qu'on puisse se retrouver soi-même. Elle s'approcha lentement, comme si elle mesurait chaque souffle. « J'ai lu l'article, » dit Ruth. « Je sais, c'était toi. Table ronde, thé au gingembre, biscuits faits maison. C'est inconfondable. » Je souris, ma gorge se nouant. « Tu te souviens encore de mon thé ?» Je me souviens, et je me souviens aussi de la dernière fois que je t'ai vu, debout devant la porte du tribunal tenant les papiers du divorce, avec un sourire figé. La pièce semblait se figer. Je tirai une chaise pour Ruth. Pas besoin d'invitation. Cette place a toujours été à toi. Elle s'assit, hochement de tête. Sourire. Et ainsi, ce soir-là, la table n'était pas seulement pour ceux qui n'avaient jamais été invités, mais aussi pour ceux qui s'étaient tout perdus et qui maintenant se retrouvaient. Après la fête, lorsque tout le monde était parti, une jeune femme en costume s'approcha de moi. « Madame Margaret, je suis Lila, je travaille pour la mairie. » Je m'arrêtai. « Quel est le problème ?»« Non, non, pas de vérification, » dit-elle en souriant. « Nous voulions savoir si vous seriez prête à rendre cette table officielle dans le programme de la ville. » Je la regardai, me demandant si j'avais bien entendu. « Vous voulez dire ? Nous avons un budget pour les initiatives communautaires sur les connexions intergénérationnelles et ce que vous avez fait, c'est ce qu'aucun plan n'avait réussi à faire, remettre les aînés au centre de la communauté. » Je souris doucement. Je regardai la table en bois simple derrière moi.
Je ne sais rien des budgets, mais je sais, si chacun a une place digne, de 72 ans avec un morceau de bois vieux. » Élise éclata de rire au téléphone. « Eh bien, personne n'a jamais appelé une table un morceau de bois avant d'être assis au mauvais endroit. » Une semaine plus tard, Andrew et moi étions dans les coulisses du plateau télé. La salle brillait de lumière avec des caméras et des maquilleuses courant partout. Mais au milieu de tout ça, il y avait une magie. Ma vraie table était placée au centre de la scène. La table en bois simple, sans vernis ni dorure, toujours marquée par le gribouillage d'Aiden sur le bord, pour mamie qui a toujours du thé. L'animateur sourit en me présentant devant des millions de téléspectateurs. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de politique. Nous ne discuterons pas d'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de une table et d'une femme qui a utilisé cette table pour rappeler au monde « Personne ne naît pour s'asseoir sur une chaise secondaire. » Je m'avançais, mon cœur battait vite, les lumières brillaient comme le soleil. Mais étonnamment, je n'avais pas peur, parce que pour la première fois, je connaissais exactement ma place. Je racontais l'histoire de mes premiers invités, Madame Green et sa phrase « Je suis encore habituée à dire nous », Monsieur Paul et sa canne en bois, deux vieilles dames riant en partageant des biscuits, et je dis, d'une voix calme mais ferme, « Je n'ai pas dressé cette table pour faire du bien. J'ai dressé cette table parce que j'ai été mise de côté par les personnes que j'aimais le plus. Et je sais qu'il y a des millions de personnes là-bas qui sont dans la même situation. » Le public resta silencieux. Puis des applaudissements éclatèrent. Pas aussi bruyants que les applaudissements d'un talk-show, mais des applaudissements venus du cœur. Des applaudissements comme si ils se souvenaient de leur propre place oubliée. À la fin de l'émission, alors que je quittais le plateau, Élise me tendit une enveloppe. Ce n'est pas un paiement, mais une liste des villes qui ont appelé depuis ce matin. Tout le monde veut avoir un dîner comme celui de Madame Margaret. Pose sur la chaise vide. Non pas par colère, mais par espoir. Parce qu'à partir de maintenant, il y a une table où personne n'est laissé derrière. Et si vous lisez ces lignes, si vous vous êtes déjà vu seul, si vous avez déjà été silencieux au bord de l'un de ces repas, rappelez-vous, vous méritez une place. Pas parce que vous avez fait quelque chose, mais juste parce que vous êtes là. Personne ne naît pour s'asseoir à la table secondaire. Chaque mère, chaque père, chaque grand-mère, chaque grand-père, même s'ils ont été faibles, oubliés, méritent une place dans la famille, dans la communauté et dans le cœur des personnes qui les aiment. La table dans chaque maison n'est pas juste pour manger, c'est un endroit pour connecter. C'est un rappel que personne n'est laissé derrière, à moins qu'on les oublie. Si vous avez déjà été mis à l'écart par vos enfants, si vous avez préparé le repas sans jamais être invité à vous asseoir, si vous avez attendu une question qui ne viendra jamais, souvenez-vous, vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas inutile, et vous méritez d'être écouté, aimé, juste parce que vous êtes vous-même. Merci d'avoir écouté l'histoire. Si cette histoire vous a touché, ou si elle ressemble à une partie de votre vie, abonnez-vous à la chaîne She Stories Margaret, où nous racontons les histoires des aînés, ceux qui ont vécu, souffert et qui se sont relevés. Nous croyons que, peu importe l'âge, vous avez toujours droit à un nouveau départ, avec dignité et amour véritable. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires sur le fils qui m'a trahi, commentez le numéro 1 sur la fille qui traite mal sa mère. Commentez le numéro 2 sur la belle-fille qui me traite comme une inconnue. Commentez le numéro 3 sur le gendre qui cherche à tout récupérer. Commentez le numéro 4. Avez-vous vécu quelque chose de similaire à ce récit? Laissez votre commentaire ci-dessous. Nous lisons chaque mot, car chaque partage est une blessure qui est reconnue, un cœur qui est entendu. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous souhaite, peu importe qui vous êtes, d'avoir toujours une place réservée pour vous.